Les Ukrainiens ont-ils fait carton plein lorsqu'ils ont frappé hier le QG de la flotte russe en mer Noire à Sébastopol? Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Budanov, affirme aujourd'hui dans un média américain que 9 personnes au moins sont mortes dans cette frappe, dont plusieurs généraux russes. L'armée, elle, parle seulement de hauts commandants de la marine russe, l'armée de Kiev, mais elle précise ceci: l'attaque a eu lieu au cours d'une réunion des dirigeants de la marine russe. Et d'ajouter ceci, l'armée ukrainienne: les détails de l'attaque seront révélés dès que possible. Et le résultat se traduit par des dizaines de morts et de blessés parmi les occupants, y compris, je vous le disais, donc de hauts commandants de la flotte. On en sait plus également sur l'arme qui a été utilisée. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord sur cette affirmation. Plusieurs généraux tués, quel impact ça peut avoir sur le cours de cette guerre qui se déroule également maintenant en mer Noire, général? D'abord, on dira plutôt des amiraux, puisque c'est la flotte russe. Donc, c'est les officiers généraux, mais c'est des amiraux dans la marine russe comme chez nous, comme dans la plupart des marines d'ailleurs. Bon, il est évident que c'est un coup dur pour la marine de la mer Noire, de perdre sans doute ses principaux chefs lors de cette réunion. Donc, il fallait être informé de cette réunion, savoir le lieu précis où ça se trouvait dans ce bâtiment, et l'atteindre, ce qui est, au point de vue tactique, un beau succès. Maintenant, il ne faut pas non plus trop exagérer les conséquences. Vous savez, on a une formule qui est bien connue, les cimetières sont remplis d'hommes irremplaçables. C'est valable y compris pour les chefs militaires. Et donc, derrière, il y aura une autre génération d'officiers de marine russes qui prendra le commandement des forces russes en mer Noire. Donc, ça va évidemment donner un coup. Mais vous savez, on est habitué, notamment, ça fait un bout de temps qu'ils commencent à perdre des officiers généraux de l'armée de terre, sur le terrain terrestre, mais également en mer. Et donc, perdre des chefs, c'est toujours un moment de petite confusion, mais on y est préparé. L'organisation générale des armées fait que si on coupe une tête, alors évidemment, on en coupe plusieurs, et évidemment, on peut avoir un type exceptionnel que l'on perd à ce moment-là. Oui. Ça, c'est toujours le drame. Je suis incapable de dire si un des amiraux était véritablement la tête pensante de la stratégie maritime russe en mer Noire. Comme elle n'est pas excellente, on peut peut-être s'attendre à avoir une meilleure stratégie de la marine russe. Enfin, il y a aussi aujourd'hui ce sentiment qui va forcément s'installer dans l'armée russe que n'importe quel QG, d'autant qu'il y a manifestement du renseignement aujourd'hui côté ukrainien, côté russe de la part des Ukrainiens, n'importe quel QG aujourd'hui où qu'il se déplace peut être frappé. C'est aujourd'hui un impact psychologique aussi fatalement dans cette armée-là. Ouais, j'ai bien aimé le fait que vous employiez l'expression carton plein, parce qu'effectivement, il faut voir que ça s'inscrit quand même dans une suite très inquiétante, à la fois pour l'armée russe, mais pour la population russe aussi, parce que les images que vous voyez à l'écran, c'est pas des militaires, ce sont des civils qui sont là à proximité, qui filment, qui diffusent, et c'est très difficile pour le pouvoir russe, si vous voulez, d'empêcher cette diffusion, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle ils ont très rapidement reconnu. Rappelez-vous que la suite dans laquelle ça s'inscrit, c'est un sous-marin, un navire de débarquement, une batterie de missiles S-300 qui vaut des centaines de millions de dollars. Donc on est quand même sur des cibles à très haute valeur ajoutée. Alors moi je veux bien qu'on puisse remplacer effectivement ces amiraux, mais néanmoins, là, les Ukrainiens sont complètement en train de désacraliser et de désanctuariser ce territoire et de faire rentrer dans l'imaginaire collectif celui des Russes, celui des Ukrainiens et le nôtre, le fait que cette terre est désormais totalement à leur portée, qu'ils ne vont pas hésiter à la frapper quotidiennement et qu'ils vont la traiter comme n'importe quel autre bout de terre occupé ou annexé. L'impact psychologique de ces images, Vera Grantseva, est-ce qu'on en a une idée aujourd'hui ? Ce n'est pas facile de voir l'impact psychologique ni sur l'élite russe politique, ni sur la société, parce que ce sujet est beaucoup, en fait, il passe sous silence dans la société russe. Et aussi, il y a une tentative de passer sous silence en Crimée. Mais effectivement, c'est moins facile pour les autorités russes parce que c'est en plein centre et il n'y a pas beaucoup de gens qui filment. Donc, l'information finit par circuler. Et je vois qu'il y a deux stratégies en fait qui sont en place
appliqué une stratégie plutôt officielle, donc c'est garder silence, minimiser en fait l'impact. J'ai vu les 1000 blogueurs qui en fait ont mentionné cet événement par 2 lignes en fait. Juste il y avait une frappe, c'est tout. Pas de commentaires, pas de discussion, etc. Mais d'autre côté, je vois qu'il y a des 1000 blogueurs et il y a apparemment des hommes politiques qui sont dans le camp, ce qu'on appelle pro-guerre en Russie, donc les partisans actifs de cette opération militaire spéciale, qui sont beaucoup frappés par le fait que le Crimée n'est pas du tout protégé et ils ne veulent pas se taire et même ils dénoncent un peu qu'il y a la censure. Bon, ils découvrent qu'en Russie il y a une censure, c'est un bon moment qu'ils commencent à voir la réalité, mais en même temps ça provoque le débat et ça montre que pour eux c'est quelque chose d'inadmissible. Ils ne comprennent pas pourquoi les réactions, déjà il n'y a pas de réaction du gouvernement russe qui a parlé autant de fois des lignes rouges que l'Ukraine ne peut pas franchir, et deuxièmement que juste sur le fait, sur le terrain, Crimée n'est pas défendu. En fait, on voit depuis plusieurs semaines qu'on peut frapper sur plusieurs endroits en Crimée, sur les endroits très stratégiques. En fait, et il n'y a pas de quelques mesures qui sont prises pour protéger vraiment la Crimée. Donc, même si l'État russe essaie de minimiser ce qui se passe, essaie de passer sous silence, quand même, je vois que l'information pénètre dans la société et ça provoque des questionnements sur la compétence, tout d'abord, de pouvoir russe et sur la situation, comment ça peut dérouler si l'Ukraine arrive à faire des frappes comme ça. D'autant que ça s'est fait en plein jour, sous le regard des habitants, sous le regard des personnes qui se baignaient non loin de là et sous le regard d'un journaliste qui est en direct et qui décrit la scène. Regardez. That is the sound, I think, of anti-air. Anti-air right above me there. I'm in the middle of Sevastopol right now. It's a bizarre scene. People are just swimming down there. People with kids just enjoying the beautiful harbour. And above us, the anti-air missiles are exploding in the sky. Sevastopol is currently under attack. C'est vrai qu'on se posait la question, Sylvie Bermann, de l'impact de ces images en Russie. On sait que tout le monde ne les voit pas, bien sûr, mais cet événement-là ne peut pas passer sous silence entièrement. C'est une forme d'humiliation aujourd'hui aussi pour l'armée de Moscou. Pour l'armée, puis également pour Vladimir Poutine, parce que d'une certaine manière, la Crimée était sa chose. C'est lui qui, en annexant la Crimée en 2014, a eu un regain incroyable de popularité, y compris dans l'opposition. C'est lui qui a construit ce pont fait construire le pont de Crimée, qui est une belle réalisation sur le plan architectural, qui, on se souvient, il a conduit également le camion. Et aujourd'hui, tout cela est complètement remis en cause. Ce n'est même plus un tabou comme on pensait que ça l'était, puisque tout au début du conflit, Volodymyr Zelensky était prêt à négocier le statut de la Crimée, en tout cas accepter un gel. Et aujourd'hui, c'est la situation inverse. C'est même une carte maîtresse de l'Ukraine aujourd'hui qui veut montrer qu'elle a la capacité effectivement d'attaquer la flotte russe en mer Noire, quelle est la capacité de reprendre la Crimée. On verra si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, pour les deux côtés, c'est une priorité absolue, sauf qu'effectivement, le sentiment est que Moscou n'a pas mis tous les moyens pour défendre cette zone prioritaire et considérée comme exceptionnelle par rapport aux autres régions du Donbass. Oui, Gallagher. Non, ce qui me frappe, si vous voulez, parce que je donnais tout à l'heure la liste des cibles récentes, c'est que quand vous voyez que du matériel est ciblé, vous pouvez vous dire, ils mettent l'accent sur la protection de l'humain. Or là, on a et le matériel et l'humain, et encore une fois, avec la plus haute valeur ajoutée, entre guillemets, de deux côtés. C'est-à-dire que je parlais justement, je vous laisse imaginer la valeur de l'engin et du matériel de débarquement, pareillement, qui sert à débarquer des chars lourds, etc. Ce qui, au passage, est le rappel de ce qu'est la Crimée pour la Russie, c'est-à-dire le mythe de ce lieu de villégiature estivale tsariste. C'est avant tout une rampe de lancement
pour l'opération russe en direction de l'Ukraine. Et là, vous avez l'humain qui est ciblé, donc on se demande que fait la défense antiaérienne russe, où est-ce qu'elle est positionnée, est-ce qu'elle est complètement inefficace? Ce journaliste disait l'entendre, et les Russes, dans un premier temps, disaient c'est un missile intercepté qui a fait ces dégâts. On va peut-être pouvoir revoir les images dans un instant. On voit très nettement un missile qui tombe. Oui, au ralenti, j'ai vu ces images qui sont effectivement très impressionnantes. Et effectivement, les autorités russes affirment qu'il y a bien eu de l'interception, mais manifestement, les Ukrainiens, alors comment je ne le sais pas, ont réussi à saturer le système, soit en utilisant différents types de munitions, c'est-à-dire peut-être des drones, des munitions rôdeuses, et ensuite en utilisant des missiles balistiques. On le voit là, vous l'avez aperçu. On le voit à vitesse ralentie, mais c'est quand même, si vous voulez, quand vous faites ça en plein milieu de la journée, il y a la volonté manifeste de faire le plus de publicité possible. Et les gens semblent sidérés d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a presque une absence de réaction, même ce journaliste semble un peu détaché finalement de la menace. Le message est très clair, partez maintenant, parce que les prochains, ce sera peut-être vous. Vous pensez que c'est l'étape d'après? Ça peut être l'étape d'après? Moi, je ne pense pas que les Ukrainiens, si vous voulez, veulent asphyxier la Crimée. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne détruisent pas totalement le pont de Kerch? D'accord? Moi, ma théorie, alors après elle vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'ils font tomber un tablier, jamais les deux. Et pour moi, c'est un message, si vous voulez, il y a une grammaire du missile qui sert à dire, vous avez encore une voie de sortie. Donc il est grand temps de faire sortir les civils, parce qu'évidemment, ils ne vont pas faire couler des rivières de sang en Crimée. Mais voilà, le compte à rebours est lancé. Alors, les détails de l'attaque, on ne les a pas. On a ces images où on voit très clairement un missile tomber. On les aura, nous promettent les Ukrainiens, ce qui est tout de même notable, parce qu'on sait que maintenant, ils parlent de plus en plus sur leurs actions. D'ailleurs, on a le chef du renseignement militaire qui reconnaît lui-même l'attaque et qui en parle. Mais en revanche, ce qu'ils disent, c'est que d'ores et déjà, c'est que c'est bien avec des Storm Shadows, ces missiles à longue portée britanniques qui leur ont été fournis, tout comme les Scalp par les Français, que ce QG de la flotte russe en mer Noire a donc été touché hier. Et les Russes eux-mêmes le disent également, que c'était un Storm Shadow, même si eux, général, affirment que c'est un missile intercepté qui tombe et qui fait ses débris. Quand on voit ces images, on a une photo également, on le voit très clairement, ce missile-là qui tombe. Alors on a aussi une capture de la chute de ce missile qu'on va peut-être pouvoir voir dans un instant sur ce bâtiment. C'est un peu confus. Vous l'apercevez en haut là, vous le voyez qui tombe. Manifestement, on y reconnaît très clairement un Storm Shadow, c'est ce que disent les experts. En tout cas, c'est assez confus. On n'a pas encore le détail évidemment de cette action. On sait par contre qu'elle a été remarquablement ciblée puisque ça a touché la réunion des hauts gradés de la marine russe. Donc ça, c'est un mot acquis. Il est vraisemblable qu'il y ait plusieurs missiles tirés par les Ukrainiens, des Storm Shadow, de façon à saturer les défenses les meilleures antiaériennes en Crimée. Donc, et manifestement, la défense solaire russe a fonctionné sur peut-être une partie des missiles, mais s'il y avait plusieurs Storm Shadow ou Scalp, parce que bon, est-ce que c'est des Scalp ou des Storm Shadow, on l'a pas vu accrochés sous les ailes. Hein, donc les Français en ont livré, les Britanniques en ont livré. Ils se ressemblent énormément. Après un coup de peinture, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc c'est l'un ou l'autre, peu importe. Enfin, les Russes qui sont toujours si prompts à accuser les Britanniques de s'impliquer dans ce conflit, d'être directement impliqués, pour l'instant, tout ce qu'on entend, c'est oui, c'est un Storm Shadow. On ne va pas plus loin. Et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce que vous avez commencé à évoquer, Vera. Ouais. En fait, effectivement, j'ai vu aussi les propagandistes qui sont à la télé et qui, bien sûr, ont mentionné qu'il y avait le fait de frappe et ils ont insisté sur le fait que c'était les missiles, effectivement, britanniques. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu qu'ils ont déjà autant utilisé l'argument que l'OTAN fait la guerre contre la Russie, que l'Occident collectif a lancé l'opération pour détruire la Russie, qu'aujourd'hui, quand en fait il y a les situations comme ça, ils ne peuvent plus utiliser cet argument. Il était déjà utilisé et ça servi peut-être pour une escalade dans la rhétorique, mais maintenant, ils ne peuvent pas l'utiliser plus parce que voilà, c'était déjà le fait. L'Occident, selon eux, fait la guerre contre la Russie depuis 1 an et demi. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas provoquer une vague qu'ils peut-être comptent à provoquer dans l'opinion publique pour dire que, voilà, regardez, nous sommes attaqués, etc. Trop de lignes rouges tue la ligne rouge, hein, c'est à peu près ça. Bon, et Sébastopol est toujours en état d'alerte aujourd'hui. Hein. Une nouvelle fois ce matin, mise en garde du gouverneur. Attention, hein, mettez-vous aux abris. Voilà, c'est le nouveau quotidien aujourd'hui, avec une précision désormais chirurgicale pour ces frappes. C'est-à-dire que là où ils veulent frapper, les Ukrainiens, ils vont le faire désormais. Alors déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une vraie tentative de banaliser en fait le ciblage de la Crimée.
Donc, et du côté russe, il y a à la fois, et vous avez raison, tout à l'heure vous parliez d'une forme de sidération, mais il y a aussi le fait d'essayer eux-mêmes, finalement, de minimiser la chose, et quelque part de participer à la bannisation en minimisant. Mais oui, c'est-à-dire que maintenant, la question, c'est juste, OK, quelle est la prochaine cible ? C'est juste ça la question.